Alors, il a adopté. Et il connaissait, puisqu'il a travaillé dans l'un des grands hôtels de la place à Yaoundé, où venaient les expatriés français. Donc, il connaissait le plaid. Ah ben, il a tellement aimé regarder cette émission, le bœuf bourguignon, Jean-Pierre Sommet. On mangeait. Et puis, on a eu l'idée de faire l'interview. Et là, en mangeant. Et là, on fait la première interview qui a fort marché. Le bœuf bourguignon, waouh, ça a marché. C'est comme ça, c'est resté. Par la suite, je vais faire d'autres bœufs bourguignons jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je compte reprendre bientôt là. Les artistes me manquent. J'ai trop fait de politique là, ça me crée des problèmes. Je préfère revenir avec les artistes. D'ailleurs, ton frère, il est où? Douleur. Douala Isande. Tu fais où? Tu es où, Douleur? C'est toi qu'on attend. Tu viens nous chanter Konkole Mouko Evange. Je m'en occupe. Konkole Mouko Evange. Ça, c'est Douleur, ça. Viens nous chanter ça ici, on va s'amuser. D'ailleurs, il avait accompagné Pierre ici pour son émission. Bon. Et comme le bœuf bourguignon marchait fort bien, j'ai gardé le concept de bœuf bourguignon pour les artistes et les sportifs. Oui. Quand il a fallu faire... convivial en fait. Tout est convivial, là on est amical. Mais quand il a fallu faire les émissions politiques, j'ai dit bon, le bœuf, les gens connaissent déjà. Et partout où je passe, ceux qui me connaissent m'appellent ah, le bœuf bourguignon. Bon, allez, je vais appeler l'émission politique le bœuf politique. Ouais. Ensuite, le bœuf littéraire, bœuf social. Donc, GMTE+, c'est une histoire de bœuf en hommage à Daniel. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est une belle chaîne, Merci beaucoup. Et dis-moi alors, avec ta carrière et tes expériences de chanteur-acteur, là, où est-ce que tu en es? Chanteur, j'ai toujours chanté depuis que je suis gamin, je vous l'ai dit à l'église. J'ai fait beaucoup de gospel. Oui. Beaucoup de gospel, d'ailleurs, je pourrais vous chanter un petit truc en gospel, vous allez aimer, je suis sûr. Et quand je suis arrivé en France, étant dans un milieu totalement blanc, quand j'arrive en France, je ne connais personne, donc les gens qui me reçoivent, Pierre Courcelles qui m'envoie chez Madame Chifaudel, qui me permet de rencontrer ma femme, je ne connais que des blancs, je vais à l'école de journalisme, je suis le seul noir, je sors, je bosse, je suis le seul noir que les autochtones, je ne connaissais pas la communauté africaine. Ben, je suis allé m'inscrire dans la Voie du Lac, à Bois-Colombes, au lycée Albert Camus. Bois-Colombes, quartier chic de la région parisienne, où je vivais d'ailleurs, là où j'avais eu mon premier appartement. J'ai fait du chant lyrique. Donc j'ai chanté Jacques Offenbach, La vie parisienne. Oui. J'ai fait Orphée aux enfers. J'avais même un rôle de soliste de Gontran. Vous paraissez embarrassé, madame et votre voix fait sonne sous mon rat, madame en nous voyant est surprise peut-être. Ces deux messieurs paraissent vous connaître. Ces messieurs, connais pas. Ça, c'était... Donc, j'ai fait du chant lyrique qui différenciait un peu du gospel. Mais je m'y retrouvais tellement, j'avais chanté dans ma vie. Et il faut dire que je n'ai pas chanté qu'à la chorale. J'ai chanté beaucoup de la variété française en orchestre, variété camerounaise. Alain Barrière, j'ai connu Alain Barrière, j'avais 4 ans quand mon voisin Apollinaire Tagne jouait ça le soir en rentrant. Si tu ne me revenais pas, pam 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 pam, bien sûr je poursuivrai ma route, je connaîtrai la peine et le doute. Johnny Hallyday, les portes du pénitencier, bientôt. Donc tout ça, j'avais ça dans la tête. Je pense que c'est la somme de toutes ces richesses culturelles qui font l'homme que je suis aujourd'hui dans la chanson. J'ai écrit des chansons avant de quitter le Cameroun. J'ai même une maquette. Oui, je suis compositeur. J'ai une maquette que je peux vous faire écouter, faite en décembre 1996, que je n'ai jamais produite. Mais aujourd'hui, j'ai plus de chansons écrites en français. Mais il y a également le fameux générique J'adore Paris. Le générique, oui, chers téléspectateurs de mes émissions, J'adore Paris, est dans le premier titre que j'ai déposé à la SACEM en France. La SACEM, c'est la Société des droits d'auteur, intitulé J'adore Paris. J'ai écrit ce titre juste, c'est pas pour le PSG, hein, non, j'ai écrit ce titre après les attentats du Bataclan. Attention, elle est parisienne. Non, je sais. Moi, je suis marseillais, mais bon. Allez, l'OM. Bon, donc, j'ai écrit cette chanson après les attentats du Bataclan. Car je me suis dit, j'aurais pu me trouver dans cette salle-là. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un m'a proposé d'aller à ce concert-là. Mais on n'en a plus reparlé. J'aurais pu me trouver là. Ouais. Et je mets écrit cette chanson, plus de stress, plus de peur, Paris est très beau, personne ne le détruira. Restons tous là et apportons-lui notre soutien. J'adore Paris, j'adore Paris. Peut-être que Jacques a répondu, mais j'aimerais qu'il le redise. La dernière fois que nous avons eu l'honneur de recevoir Antoine
congolaise, je lui avais posé une question que je vais poser à Jackie aussi. Parce que lui aussi, il écrit. Je lui avais dit, mais qu'est-ce qui te pousse? Alors, je vais poser la question à Jackie, mais ceux qui ne connaissent pas Jackie, sachez que c'est un travailleur acharné. Oui. Je n'avais jamais vu ça. Sans arrêt, des émissions, des montages, sans arrêt à toute heure de la nuit. JMTV+ existe de A à Z que par Jackie. Je ne sais pas quand il dort, mais il travaille. Mais qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce l'envie d'informer, la lutte contre les injustices? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à avoir autant de pêche? Autant d'activités. En t'oubliant, il faut vivre, il n'y a qu'une vie tout de même. Je vais déjà commencer en vous disant que c'est peut-être la dictature qui m'a forgé. Bon, ça c'est pour rire, hein, parce que je suis le parti unique de JMTV+. Donc, non, c'est que la somme de ce que j'ai, des richesses que j'ai cumulées sur mon parcours, font qu'aujourd'hui, je sais pas tout faire, mais je peux à moi tout seul faire une chaîne de télé. Beaucoup de choses, oui. Voilà. Demain, quand j'aurai un peu plus d'argent, j'espère en trouver, le plus tôt possible, je recruterai du monde. Mais si toi, Gaël ou Pierre, quand vous faites mal vos chroniques, je vous dis que ça c'est mauvais, c'est parce que je sais faire des chroniques. Bien sûr. Vous écrivez un texte, non, c'est ton texte la pièce. Surtout toi le juriste, tes textes sont souvent tellement longs qu'il faut les découper. En télévision, il faut être concis. Donc, je joue là le rôle d'un rédacteur en chef ou d'un directeur d'information. Non, mais je sens très bien parmi tes objections ou tes remarques que par rapport à la télé, ça se fait pas. Ouais. On sait tout de suite, on a tout de suite le repère. Donc, tout cet apprentissage que j'ai glané comme ça jusqu'aujourd'hui me permet d'être le parti unique de JMTV+. Au départ, je tournais quelques mariages et je demandais à un ami congolais, José Vanda, de faire les montages. Il me faisait un peu poireauter. Je me suis dit, ce type, il ne sait même pas qui je suis. J'ai eu des notions de montage à l'école de journalisme. Un plan sur plan, je sais ce que c'est. Pourtant, lui, José Vanda, qui monte, ou bien ceux qui montent au quartier, ne savent pas ce que c'est qu'un plan sur plan. Donc, la théorie, j'ai dans la tête. Il me manque la pratique. Alors, je me suis mis à pratiquer. Et aujourd'hui, je ne suis pas un monteur de profession, mais je peux faire du bout à bout qui vous permet, qui peut me permettre de vous informer. Et si je ne le fais pas, qui va le faire à ma place? Personne. Et il faut surtout dire quelque chose. Pourquoi je suis un boulimique de travail? Je mesure la chance que j'ai eue d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Rien ne me prédestinait à ce que je suis. Je naquis dans un quartier populaire où on ne passait pas 3 mois sans signaler un mort là-bas. Où il y avait des bars. Les bars, c'est pas la française, hein, je veux dire. C'est pas les bistrots. C'est pas les bistrots, c'est des trucs où les gens rivalisaient de volume sur leur gramophone et tout. Ça criait, ça chantonnait. Tu sais ce que c'est au Cameroun. Donc un enfant ne pouvait même pas réviser ses cours au quartier parce que le soir, il y a plus de bars que d'habitants. Beaucoup trop de bruit. Beaucoup de bars, beaucoup de prostituées. C'était un quartier de la débauche. La nuisance sonore, toutes les nuisances. Il y avait toutes les nuisances en Vocada. Rien ne me prédestinait à ce que je suis aujourd'hui. On nous compte au bout des 5 doigts, nous qui naquîmes dans le même siècle en Vocada, on nous compte au bout des 5 doigts sortis indemnes et intellectuellement assez cossus. Il y a Dr Baraja Youmsi, qui est ingénieur dans les mines, qui est en Afrique du Sud, qui a travaillé pour les grands groupes dans le monde entier. C'est le sommet. Il y a Henri Dikongé, qui est chanteur, qui est à Besançon. Bonjour à toi Bouba, nous on l'appelait Bouba quand on était gamin. Il y a Samuel Eto'o qui a réussi dans le football. Il y a qui d'autre? Il y a Serge qui a pu avoir une licence en droit. Il y a Jackie Mofo qui est journaliste. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de nos amis sont morts dans les échanges de tirs avec les flics. Bokolo Brice Parfait, qui était capitaine de notre équipe de l'école Notre-Dame de Victoire de Nkolo en 1987, quand nous remportâmes le sucre. Bokolo Brice Parfait m'a trouvé au Gabon, il était braqueur, il a fini dans les échanges de tirs avec les policiers gabonais, il a été tué. John, qui était mon petit voisin, John, je salue Albert Tato, son grand frère, est mort dans les échanges de tirs. Étienne a fait plus de prison que... Il a passé plus de temps en prison que dehors. Bref,
Mboumi vient de mourir, il a aussi fait beaucoup de prison. Bref, c'était un quartier de la débauche. Ouais. C'est un miracle. Très difficile. C'est un miracle que je sois là où je suis aujourd'hui. Donc je mesure la chance qui a été la mienne par rapport à mes frères de quartier. Je me dis, je n'ai pas le droit de dormir sur mes lauriers. Je dois travailler, je dois y arriver. Et peut-être un jour retourner, partager cet espoir-là avec eux et peut-être même partager les gains avec eux. Si j'avais de l'argent aujourd'hui, je retournerais en Vocada, aider les miens. Moi, si j'ai un dernier mot à dire, Jackie, je te dirais merci pour tout ce que tu fais. Merci de donner la parole à ceux à qui on n'en donne pas, finalement. Et surtout, toujours autant de temps de parole. Oui. Parce que si on regarde sur les autres chaînes télévision, est-ce que les invités ont autant de temps pour s'exprimer et parler en profondeur d'eux-mêmes et de leurs préoccupations? Je ne suis pas sûre. Alors, une suggestion, on en parle souvent, ouvrez JMTV+, comme dit souvent Gaël, aux autochtones. Voilà. Donc, la mixité, bien sûr. La mixité s'opère, et il y aura une richesse qui se dégagera. Ça sera d'ailleurs, on en est où avec Dominique? Elle fait son exposé bientôt. Dominique est en pleine exposition. Dominique, c'est la maman de Gaël. On va couvrir son exposé quand, maman de Dominique. Et tu veux que je chante pour toi avant que tu m'invites à couvrir ton expo? Dominique, Nique, s'en va tout simplement. Hein? Ou bien, il va bien Georges aussi? Il va bien aussi. Il va bien. La 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 la. Je ne sais pas pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange quand même un peu. Voilà, ça c'est pour Georges. Bien. Et alors, quel message entends-tu faire passer aux Camerounais et aux Africains en général? Ne jamais abandonner, never give up. I would like to sing something for you. Hein? On va chanter ensemble. Hein? Vous pouvez faire aussi une interview en anglais. Hein? No, we still in French because this channel is for French people. Before the next time we'll add English. When my English will be very, very fluent. And we have to sing something together, please. Nous devons chanter ensemble. Hein? Moi, je chante. Tu ne chantes pas, mais tu as des pom, 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 pom. C'est ça le message? Oui, c'est tout. Pom, 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 pom. Toi, vas-y. Pom, pom, aussi. Pom, 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 para, pom, 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 para. Get up, stand up, pom, pom. Stand up for your rights. Don't get up, stand up. Don't give up the fight. Don't get up, stand up. Stand up for your rights. Don't get up, stand up. Don't give up the fight. 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 C'est mon message aux Africains. N'abandonnez jamais et surtout, s'il vous plaît, sortez des bars, sortez des églises. Sortez des bars, sortez des églises. Le salut ne se trouve ni dans la bouteille, ni dans un certain Jésus. Le salut est ailleurs. Je suis bien inscrit en faux. Je suis désolé pour toi. On m'a demandé de donner un message pour les jeunes Africains. Je dis ce que je veux, c'est quand même... Bon, l'invité, n'est-ce pas, monsieur Pierre Moukoko? Demain, tu te retrouveras là. Oui. T'inquiète pas. Donc, sortez des bars. Ça vous fait pas du bien. La bouteille n'est pas bien. D'ailleurs, il y a un chanteur français qui disait « Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux m'en aller, tout recommencer. Je veux réussir ma vie. » Donc, sortez des bouteilles et sortez des églises où les faux pasteurs qui ont juste appris à parler des bons parleurs vous font plus de mal que de bien. D'ailleurs, si l'église faisait du bien aux nègres, cela se saurait. La traite négrière avait la bénédiction de l'église. Le colonialisme avait la bénédiction des églises, de l'église. Sortez des églises, retrouvez-vous vous-même, retournez aux sources, battez-vous, vous allez vous en sortir. Tout est possible. Et vous avez tout dans les mains aujourd'hui avec Internet. Allez-y, tout est possible. Voilà mon message à la jeunesse africaine. Et alors ton sentiment pour la France, comment l'aimes-tu et comment la dénonces-tu? Parce que quand on aime, on dénonce également ce qui nous... Eh bien, il y a un adage français qui dit qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Mais je me rends compte souvent que cet adage n'est pas valable pour les Noirs. Lorsqu'on dénonce en France, c'est qu'on est anti-français. Écoute, je vais vous dire un truc. Je suis français.
Ce n'est pas parce qu'on l'a écrit sur mon papier que je le suis. L'appartenance à un pays commence à la base par la culture. Et à la base de la culture, il y a la langue. Je pense, peut-être je me trompe, vous me direz, je pense m'exprimer mieux en français que beaucoup qui naquirent sur cette terre de France. Je parle français, je pense français, je dors français, je réfléchis français, je m'exprime en français, j'écris la langue française. La seule autre langue que j'écris à peu près bien comme le français, c'est ta langue, le Douala. Oui. Donc, de ce fait, je suis, que je le veux ou non, français. Et même des Africains qui vivent en Afrique et qui s'expriment bien en français sont français, car culturellement, ils pensent français, donc ils sont français. Au détriment de leur Au détriment de leur langue, le plus souvent d'ailleurs. Ce sont les colons français qui nous disaient que lorsque nous exprimions dans nos langues dites vernaculaires, que nous sommes bêtes. On allait même plus loin. On disait aux jeunes Gabonais qui osaient manger du manioc, qu'ils sont bêtes parce qu'ils ont mangé le manioc. Il faut manger du pain fabriqué avec du blé qui vient de la France, comme ça on tue le manioc gabonais qu'on sort. Donc ne venez pas nous imposer une langue et demain vous nous dites que nous n'aimons pas la langue. Mais quel serait ton message aux Français aujourd'hui? Les Français autochtones aujourd'hui, surtout la jeunesse. Ceux qui, j'espère, nous regardent de plus en plus. La jeunesse et l'avenir. Philippe Etiengé, j'espère que je prononce bien, qui est de la Savoie, donc français, espion français, qui a fait des sales coups dans le monde entier, le disait tout récemment sur un média concurrent, que je peux faire citer car je l'aime bien, ThinkViewer, je crois bien, disait aux jeunes Français, pensez à vous expatrier, l'avenir est morose. Et si l'avenir de la France est morose, tu l'as lu dans le rapport du Sénat français, et tu le vois aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui gesticule, parce que ça, c'est il gesticule là. Il peut aller ce qu'il fait au Rwanda là, c'est pas ce qu'il faut faire, Monsieur le Président de la République. Le jour où vous m'appellerez, je vous dirai ce qu'il faut faire pour que ça marche. La France peut encore se relever. Mais si vous ne faites pas cela, la France va s'enfoncer. Et c'est terrible. C'est comme si je me trouvais entre ma mère et mon père. Je veux que ma mère soit heureuse, je veux que mon père soit heureux. Ma mère est soit la France, soit le Cameroun. Mon père est soit la France, soit le Cameroun. Car que je le veux ou non, je m'exprimerai en français, je penserai français jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais tellement, comme je le disais encore dans une émission, en présence d'Antoine Glaser, de Kofi Yamnian, que je salue, c'était dimanche 2 juillet 2005, nous aimerions tellement, et j'aimerais tellement qu'on trouve une porte de sortie équitable afin que nous en souffrions le moins. Que la France garde une présence privilégiée en Afrique, mais en comprenant que l'être humain doit être recentré. Car aujourd'hui, la France ne respecte pas les Noirs, ni en France, ni en Afrique. Jackie, tes propos me parlent tellement. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Ce que je voulais t'entendre dire, si tu permets, au niveau du message, pour continuer la question de Gaël, l'avenir, c'est la jeunesse. Oui. Quel message passes-tu à la jeunesse française et africaine qui sont l'avenir de ces deux espaces de civilisation? Je vais dire à la jeunesse française d'abord, qu'elle soit blanche ou noire, vous êtes français, tous. Allez vers les autres. Essayez de comprendre les autres. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour divaguer, pour plaisanter, pour jouer, pour s'insulter, pour s'amuser. Les réseaux sociaux sont faits pour aller vers l'autre et le comprendre. Nous nous levons ici aujourd'hui, nous saluons quelqu'un qui est à Singapour ou en Afrique. Essayons de comprendre comment il vit, pourquoi il vit ainsi. Entrons dans sa peau. Vivons leur vie, comme disait Carole Rousseau sur une chaîne que je ne peux pas citer. Vis ma vie. Vivez leur vie. Vivez avec eux. Construisez un autre monde. Car celui construit par De Gaulle, Focard, Giscard avec ses diamants, Mitterrand, Chirac qui reconnaissait que l'argent dans le porte-monnaie des Français est pris volé aux Africains, Sarkozy pour qui l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, comme si lui-même était entré dans une histoire, Hollande qui reconnaît les exactions de l'armée française au Cameroun sans prononcer le mot génocide, Macron aujourd'hui qui gesticule. Ce monde, cette France construite par ceux-là, est une mauvaise France qui a échoué. Il faut construire une autre France. Et pour la construire, il faut aller vers ses partenaires privilégiés, qui ne sont pas les Américains, qui ne sont pas l'Europe,
qui sont les Africains, l'espace africain qui parle, qui s'exprime en langue française. Si la France loupe ce coche-là, loupe de normaliser ses relations, comme le demande le rapport du Sénat français, publié il y a quelques années, si la France loupe ce coche-là, elle est morte. Seuls les Noirs africains vont aider la France à rester grande, comme elle a toujours fait. Francophone, j'ai bien dit. Comme elle a toujours fait. Quand elle voit Macron aller au Rwanda, on s'exprime aujourd'hui en anglais, ils ont tourné la page au français. Même si vous nommez à la tête de l'OIF une Rwandaise, c'est politique, tout ça c'est de la poudre aux yeux. Allez présenter des excuses aux francophones à qui vous avez fait du mal et créer une nouvelle relation. Je le disais dans mon livre, ils ont vendu mon frère. C'est ce que je disais à Michel Roussin en 2005. C'est ce que j'avais dit à Dominique Strauss-Kahn. C'est ce que j'ai dit à Jacques Gauthier. J'ai même essayé de l'expliquer à Bolloré, qui a joué, il m'a jamais écouté. Je l'ai dit à plusieurs hommes politiques français. Le mépris, l'arrogance est en train de perdre la France. Ressaisissez-vous, jeunes Français. Construisez une autre France avec des valeurs, Et si vous avez ces valeurs, l'équité, la justice, vous aurez tous les jeunes Africains francophones avec vous. Mais si vous faites comme vos parents, vous êtes perdus. Voilà ce que je souhaitais dire à la jeunesse française. Et à la jeunesse africaine, si vos frères français, je dis bien si, vos frères français vous tendent la main, prenez la main. Pardonnez sans oublier. N'oubliez pas du tout. Pardonnez aujourd'hui. Et éduquer. Oui, aujourd'hui, les jeunes Français épousent des Allemands, des Allemandes. Les jeunes Allemandes épousent des Français. Pourtant, hier, ils se faisaient la guerre à coups de canon. Ils se sont mutuellement pardonnés. Vous, les jeunes Africains, si les jeunes Français vous demandez pardon, pardonnez, mais sans oublier, et construisez, ou construisons, car nous sommes encore jeunes quand même. Ensemble. Si on m'efface pas, j'ai encore quand même quelques années à vivre. Plus consciente et plus éduquée. Donc, monsieur le président Emmanuel Macron, vous qui fabriquez un conseil de quoi des Africains, vous prenez les jeunes premiers, vous mettez là-dedans, eux, ils ne connaissent pas l'Afrique. Il faut prendre des gens comme les Jackie Mofo. Moi, je connais l'Afrique. J'y vais. Quand je vais à Accra, je vais manger le bankou au quartier à Adabaka avec les Ghanéens avec les mains. Quand je vais à Libreville, je vais à Timichos. Je vais aller là, à gauche, à droite, manger avec des Gabonais, je connais. Quand je vais au Cameroun, je suis à Mvokada. Je vais dans plusieurs pays. Quand je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé à Soweto, je suis allé à Yoville, où les rats se disputent le trottoir avec les humains. Je sais ce que les gens pensent. J'ai vécu avec eux. Je vis avec eux. J'ai des choses à vous dire. Vous pouvez encore, vous êtes jeune Emmanuel Macron, vous pouvez encore permettre la construction de cet espace où Africains, francophones et Français vivront en harmonie. Mais vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. L'armée française doit aussi entendre ce message. Arrêtez de traiter les Africains comme les moins que rien. Sinon, la Centrafrique commence à vous échapper. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je veux garder un partenariat privilégié, que les pays africains gardent un partenariat privilégié avec la France. Car je ne me reconnais pas dans un russe, je ne parle pas le russe. Je ne me reconnais pas dans le mandarin, je ne parle pas chinois. Mais si le russe me respecte, ou bien respecte mes frères, car je suis seul en Europe, tous mes frères sont au Cameroun. Si le russe respecte mes frères mieux que la France, qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes frères en ce moment-là? Ça, c'est un déchirement que j'ai en moi. De voir des gens en Afrique aller devant les ambassades de Russie, dire venez, venez, venez. C'est parce qu'ils en ont marre, nos comportements de Français, notre arrogance. Décrit par Antoine Griezem. Changeons, comme tu dis. Changeons de paradigme, Pierre, mon coco. Exactement. Changeons de paradigme. Ça commence par l'éducation. Dis-moi, c'est ta culture bamileke, est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, c'est vaste. Qu'est-ce que c'est que la culture bamileke? Et tu dis que tu as fait des recherches et qu'il y a des similitudes dans certaines traditions entre juifs et bamileke. En effet. Peux-tu nous raconter un peu l'histoire du peuple? Alors, le peuple qu'on appelle aujourd'hui bamileke, oui. Car originellement, on ne sait même pas comment il s'appelait, il faut bien que je précise, je peux même dire les Grassfields. Les Grassfields sont les bamileke, ceux qu'on appelle anglophones de Bamenda, et même les Ibo, de l'autre côté au Nigeria, c'est le même peuple. Et même les Evé qui sont au Ghana. Et j'ai même l'impression que les Zoulous d'Afrique du Sud font partie de ce peuple-là. Ce sont des anciens esclaves que les Arabes qui ont envahi le nord de l'Afrique au 6e siècle ont vendus au Proche-Orient, au Moyen-Orient et partout.
Il y avait une poignée de juifs en Israël à l'époque. Bon, en ce qu'on appelait Palestine, Israël, ça a toujours été là, originel. Hein. Donc, cette poignée de juifs a aussi acquis ces personnes esclaves. Mais comme dans la Torah, il était interdit d'utiliser la main-d'œuvre esclave, ils ont contourné cela, ils ont inclus ces noirs-là dans leur famille. Nous portons certains noms qui sont carrément juifs. Benjamin, en hébreu, signifie dernier enfant. Quand on arrive chez les Bamileke, Bagante, Benjamin signifie dernier enfant. J'ai mon ami que j'appelle le Bamileke blanc, Richard Jofo, qui est ici dans l'audiovisuel. Je l'appelle le Bamileke blanc. Parce que Jofo, dans les langues Bamileke chez nous, signifie la propriété du roi ou du chef. Il y a tellement de similitudes. Et puis, quand je fus veuf il y a quelques années, dès que j'appelais ma mère pour lui dire que ma femme vient de décéder, la première instruction c'était à partir de maintenant, tu ne te couches plus dans le lit ou dans un canapé, tu te couches à même le sol. Tu dois respecter 7 jours de veuvage. Chez les Juifs, exactement le même rituel. Le même rituel. Le même. J'ai aussi vu le rituel de la poule pour purifier l'homme. Nous avons le même rituel que les Juifs. Il y a tellement de similitudes dans nos traditions que cela ne fait plus un seul doute pour moi. Les deux peuples ont un jour cohabité. Et comme on sait que les Hébreux avaient été sortis d'Égypte par qui là? Moïse. Ah, toi le chrétien. Je suis catholique. Depuis plusieurs années avant la naissance d'un certain Jésus-Christ, le peuple américain ne peut pas avoir vécu avec les Hébreux en Égypte. Donc pour ceux qui disent que les Bamileke descendent d'Égypte, vous n'avez pas totalement tort, mais vous n'y êtes vraiment pas. C'est d'Égypte que les Bamileke sont j'ai bien dit redescendus avant de me tirer dessus. Je vous connais bien, mes frères africains. Les Bamileke, avant de me tirer dessus, écoutez bien, j'ai dit redescendus d'Israël. Pour redescendre, il faut être un jour monté. Ils sont redescendus d'Israël, sont bien passés par l'Égypte et l'Éthiopie. Ça s'est scindé là-bas, ceux qu'on appelle Zoulous ont traîné dans la corne est de l'Afrique jusqu'à ce que l'Empire ottoman arrive au 15e siècle, les bousculer, certains sont retirés en Afrique du Sud et ici par là. Mais ceux qu'on appelle Bamileke aujourd'hui, ceux qu'on appelle Ibo aujourd'hui qui sont au Nigeria, et même les Èves du Ghana ont continué leur route jusqu'en Afrique centrale et légèrement en Afrique de l'Ouest. Et la frontière coloniale est venue diviser, séparer les Grassfields du Cameroun et les Grassfields du Nigeria, qui ont les mêmes coutumes, qui ont la même organisation chefférale, bref. Peut-être pas la même langue. Pas la même langue, mais vraiment tout le reste. Tout le reste est proche. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que nos traditions Bamileke sont des anciennes traditions juives et arabes qui ont été abandonnées. Surtout par le côté arabe. Les Juifs ont gardé cela car les rites de veuvage se pratiquent encore aujourd'hui. Et la purification par la poule se pratique encore aujourd'hui par des Juifs traditionnalistes. Voilà donc ce qui nous lie aux Juifs. Ne m'amène pas sur le terrain politique, ne me demande pas qui a tort et qui a raison en Israël, en Palestine. Je trouve que l'être humain doit être mis au centre de l'univers. Qu'il soit juif, arabe, noir, animiste, chrétien, l'être humain, aucun être humain ne doit être au-dessus d'un autre. Chacun doit avoir sa portion de terre et y vivre. Et alors justement, tu évoques un peu le tribalisme au Cameroun. Est-ce que tu peux en parler, puisqu'on parle d'être humain mis au centre et à quoi tu fais référence précisément quand tu évoques le tribalisme? Excuse-moi, je vais dans le même sens pour en finir. Vous permettez, parmi la France a mené une guerre secrète au Cameroun, plus de 500 000 morts. J'en parle dans mon livre aussi. Parmi lesquels les Bamileke. Les Bassa et les Bamileke, je dirais même surtout les Bamileke. Nous constatons aujourd'hui que les Bamileke sont mal aimés. Ça date de longtemps, je dis nous constatons aujourd'hui, c'est une évidence. Au Cameroun, Jacques, je ne sais pas si toi tu le sais, moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que je me pose la question. Donc ça va dans le même sens. Il y a une déconsidération. C'est pas des considérations, ils sont mal aimés. Les Bamileke sont mal aimés au Cameroun. J'aimerais bien savoir pourquoi. La haine de l'homme Bamileke aujourd'hui ne se démontre plus. Vous n'avez qu'à voir
depuis que Maurice Kamto a déposé sa candidature à la présidentielle au Cameroun, on entend, ça existait, j'ai souffert du tribalisme, je l'ai dit il y a 3 ans sur France 24. Tribalisme, c'est de la discrimination? On peut parler de discrimination? Non, on te reproche que tu es bamileke. Non, le seul fait d'être bamileke est un péché. On te ferme les portes. Écoute, tu parles d'un juif en Occident, on va te dire, ce sont eux qui ont tous les bancs, ce sont eux qui ont tout l'argent, ce sont eux qui ont tout le ceci. Va parler d'un bamileke au Cameroun ou en Afrique centrale et tu vas entendre les mêmes propos. Ce sont eux qui ont tout. Voilà. Ce sont des bosseurs, ils ont... Alors le fait, je vous explique maintenant l'origine. Tu m'as posé la question sur l'origine. Je veux bien comprendre. L'origine du problème, c'est malheureusement notre pays, la France. C'est la France qui a institué la haine de l'homme bamileke. Je m'explique, et si quelqu'un en France veut me contredire, retrouvons-nous devant un juge, je pense que vous n'aurez pas ce courage en France, parce que là, on ouvrira les archives et on verra. La France arrive au Cameroun pour remplacer l'Allemagne qui vient de perdre la Seconde Guerre mondiale, qui a perdu la seconde, la première, je ne sais plus, ça se mélange dans ma tête, et on place au Cameroun sous tutelle. Rapidement, la France va se rendre compte que ce peuple bamileke est très travailleur. C'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Je travaille et quand je prends, je dois aussi. Ce peuple est très travailleur et a déjà la connaissance de ce qu'on appelle le business. A une mentalité qu'on ne trouve pas chez d'autres, chez les autres peuples de la sous-région. Et un certain colonel Lamberton, colonel de l'armée française, va faire un rapport qu'il adresse à De Gaulle et par ricochet à M. Foucault, qui sont pour moi, lorsque je regarde mon passeport français, De Gaulle était un très grand homme. En regardant la couleur de ma peau, c'est la pire des crapules. J'ai dit bien, De Gaulle est un grand homme lorsque je regarde mon passeport français, mais en regardant la couleur de ma peau et mes origines, c'est une crapule. Je le dis, je l'ai souvent dit même quand j'étais à l'UMP. Alors, dans ce rapport, le colonel Lamberton semble dire à De Gaulle que le Cameroun avance vers l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure que constitue le peuple bamileke. Un peuple qui est une entrave pour l'économie coloniale. Et c'est comme ça qu'on va donc décider, en France, de diaboliser ce peuple-là. C'est un peuple qui est très en avance par rapport aux autres, qui réclame déjà l'indépendance du pays, qui veut gérer ses affaires. Alors là, on va diaboliser ce peuple-là et monter les autres peuples contre le peuple bamileke qui est travailleur et qui, avec le peuple bassar, revendique l'indépendance du Cameroun. Pardonne-moi, Jacques, mais ça c'était avant. Ça c'était avant. Et tu penses que c'est fini? Qui dirige au Cameroun aujourd'hui? C'est pas fini, puisque je constate avec toi qu'il y a cette haine, entre guillemets, qui s'appelle... je vais te dire, j'ai même publié cette semaine des gens qui disent être du sud du Cameroun et qui disent que les bamileke rentrent chez vous, c'est des porcs, il faut les tuer, des conneries comme j'ai publié. Ça choque certains de mes téléspectateurs, mais on ne règle pas un problème qui n'est pas posé, il faut diffuser même cela pour sensibiliser. Cette haine du bamileke aujourd'hui est entretenue par ceux qui ont été installés au pouvoir par la France. Car au Cameroun, il n'y a jamais eu un président élu, je le dis. La France a installé Amadou Ahidjo et très vite en 1967, selon Momo Lobagante qui est passé sur ce plateau, qui est un ancien résistant camerounais qui a 80 ans cette année, selon lui, la France a choisi le successeur d'Amadou Ahidjo, premier président du Cameroun, en 1969, à la personne de M. Biya, qui était dans les officines, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est des gens à qui on a inculqué la haine du travailleur. L'homme bamileke aujourd'hui est traumatisé par le génocide perpétré par l'armée française. C'est pas moi seul qui le dit. Si vous pensez que je suis contre la France, je vous suggère de lire le livre de Constantin Melnik intitulé « La mort était leur mission ». Dans ce livre, Constantin Melnik, qui était dans l'appareil français à l'époque, donc blanc de peau comme toi, explique comment l'armée française qui venait de perdre la guerre d'Indochine a été rapatriée. Et pour qu'elle se refasse une fierté, on a scindé en deux, on a envoyé une partie en Algérie et une deuxième partie au Cameroun bamileke. Donc la partie de l'Algérie commence de la page 1 à la page 172. Et à partir de la page 173, c'est les bamileke. On a massacré au napalm
Le napalm, l'arme de destruction massive que les États-Unis accusaient Saddam Hussein de posséder, c'est avec le napalm que la France a effacé de la carte du monde certains villages bamileke. Mes grands-parents, ils sont morts, les arrière-grands-parents sont partis dedans. Ma mère l'a vécu et m'en a parlé toute sa vie. Jackie, le mal que la France a fait aux Africains, nous le connaissons, on l'a décrit, je le décris moi-même dans mon livre aujourd'hui, c'est incontestable. Elle continue d'ailleurs, nous le savons. Mais la France n'est pas responsable de tout. Les Asiens n'ont rien non plus. Moi, ce qui m'intéresse, puisque tu es plus renseigné que moi, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Pourquoi cette haine des Bamileke aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2021, qu'est-ce que les Bamileke ont fait? Pourquoi cette haine qui existe, que personne ne peut nier? Je parle d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la France qui demande aux autres frères qui ne sont pas Bamileke du Cameroun de détester les Bamileke? Tu vois, c'est ça. Détester léger, de haïr. De haïr. Est-ce que c'est la France qui demande ça? Si la France a demandé ça dans le passé, est-ce que la France continue à le demander? Je ne sais pas, je pose la question. Je ne suis pas renseigné, hein, c'est ce que tu me dises, pour que je comprenne. Oui. L'éducation d'un peuple se fait par le haut. Aujourd'hui, tout le monde en France est gaulliste. Même le chien est gaulliste en France. C'est parce que De Gaulle a rendu, pas De Gaulle tout seul, pour moi, c'est tout de même pas un grand homme. Les grands hommes sont les Ntchoréré, dans une certaine mesure, Leclerc. De Gaulle était quelqu'un qui se cachait. C'était un grand homme pour la France, mais un bourreau pour les Africains. Voilà. Pour moi, De Gaulle n'est pas un grand homme. Il y avait deux politiques différentes. Alors, aujourd'hui, tout le monde est gaulliste en France, même le chien, même la poule. Parce que De Gaulle et les autres ont rendu à la France leur fierté. À la France, sa fierté, pardon. Donc aux Français, leur fierté. Tout le monde, aujourd'hui, s'identifie à cette fierté française incarnée par De Gaulle. Oui, nous sommes d'accord. Oui. D'accord? Oui, oui. Donc, cette incarnation de De Gaulle a libéré les Français et surtout les a éduqués. On est d'accord? Au Cameroun, on a connu Amadou Ahidjo, qui est arrivé, qui a donné aux Camerounais une certaine fierté. Qui l'a fait tomber? C'est la France. D'accord. Et a installé un haineux au pouvoir. Moi, je dis que Paul Biya est un haineux. Qui avait... Les Bamileke, Paul Biya, il faut le dire. C'est pas. Moi, je veux te dire un truc clair. Tu connais Eric Tchindjé? De nom, les journalistes. Eric Tchindjé, tu l'as aussi chez toi. premier journaliste présentateur du journal à la télévision camerounaise CTV en 1985, s'est assis ici, il y a 3 ans, c'était en juillet 2018. Il a expliqué qu'en 1988, la Banque mondiale avait envoyé des émissaires interroger les chefs d'État africains. Elle voulait comprendre, cette Banque mondiale, pourquoi ces pays-là avaient du mal à décoller économiquement, socialement et tout. Monsieur Feu Omar Bongo, président du Gabon, avait déclaré que c'est parce que les réserves de son pays sont détenues par le Trésor français, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Oui. Mon argent est plutôt dans ton compte. Je suis français, hein, je mange français, je dors français, mais j'estime que l'argent des Africains devrait appartenir aux Africains et non au Trésor français. Donc Omar Bongo a déclaré cela, voilà pourquoi son pays ne décollait pas. Mais M. Paul Biya a déclaré quoi? Que c'est le tribalisme qui a empêché son pays d'évoluer. Donc en 1988, cela ne fait même pas 6 ans que M. Biya est au pouvoir, il est déjà conscient que le tribalisme freine son pays, mais qu'a-t-il fait pour stopper ce tribalisme-là? Rien. Il a plutôt accentué pour asseoir son pouvoir. M. Biya a été formé dans quelle officine? Française, n'est-ce pas? Ce sont les gens placés là par Odjoula et Fokar, non? Donc cette haine du Bamileke, déjà génocidée par la France, est aujourd'hui poursuivie par M. Biya. Et quand je dis les Bamileke, je ne devrais plus dire les Grassfield, car ceux qu'on tue aujourd'hui dans le nord-ouest du Cameroun, c'est mon peuple. C'est au Grassfield, c'est le même peuple. Avant que ça n'arrive au Cameroun, c'était au Nigeria voisin dans les années 65, 66, 67, où la France soutenait le sécessionniste pour créer un État du Biafra. Mais le massacre qu'il y a eu là-bas. Donc, le peuple Grassfield souffre en Afrique noire depuis, j'ai envie de dire, 70 ans. Et la France a une grosse part de responsabilité. D'ailleurs, François Hollande s'est déplacé au Cameroun, son unique voyage au Cameroun durant son mandat. Il a déclaré reconnaître les exactions de l'armée française en territoire camerounais chez les Bamileke. Donc, M. Hollande, j'aimerais tellement vous interviewer. D'ailleurs, j'ai demandé à notre ami commun, Maître Charrier Bournazel, de voir avec vous si je peux vous interviewer.
Je vais relancer M. Charrier-Bournazel. J'aimerais que vous me disiez si ce que l'Allemagne a fait en France n'était qu'une simple exaction, si décimer un peuple avec le napalm n'est qu'une simple exaction, M. François Hollande, dites-le-moi. Est-ce que tu comprends l'origine de la haine de l'homme Bamileke? C'était quelque chose qui était entretenu. Entretenu, préparé, entretenu. Et aujourd'hui, c'est inoculé dans le sang de certains. Et il y a des gens au Cameroun qui haïssent les Bamileke, ils ne savent même pas pourquoi. Je ne peux pas contester ton analyse. Je n'ai pas d'éléments. J'apprends. Non, il y a des choses qui, certainement, sont toujours souterraines. Et que toi, visiblement, Jackie, tu as fait l'effort d'aller chercher. Jusque comprendre pourquoi toi tu as fait l'objet de discrimination déjà dès l'enfance. Donc ça, si ça marque, c'est que c'est une question qui reste non répondue. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une question qui n'a pas été posée à laquelle tu voudrais qu'on réponde? Oh, Gaël, vraiment, tu as bonne école, bravo, tu as bonne école. Oh! Et Georges et Dominique, vous voyez ce que j'ai fait de votre fille? Hein? Vous avez vu, hein? Bon, la question non posée, c'est la dictature ambiante dans tous les pays d'Afrique noire francophone. Quand est-ce que la France mettra fin à cette dictature qu'elle installe? Je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone qui connaît la paix. Tu en connais peut-être? Très fragile. Quand est-ce que la France met fin à ces guerres en Afrique noire francophone? On vient d'ailleurs d'appréhender un espion français en Centrafrique avec un arsenal de guerre. Qu'est-ce qu'il y faisait avec cet arsenal-là? Et tout à coup, l'ambassade de France sur place a dit: ah ben non, nous ne savons pas, il était pourquoi. Non, c'est faux. C'est faux. Quand est-ce que la fin met un terme aux guerres, aux dictatures en Afrique noire francophone? Quand est-ce que la France rend son indépendance aux pays africains? Et on peut changer de paradigme, comme dit Pierre Moukoko. On peut construire une autre France avec ses anciennes colonies. Je vois des pays, l'Allemagne vient de reconnaître le génocide en Namibie. Alors, et va réparer cela à hauteur de 1 milliard d'euros, je ne sais pas quoi. Et en 2005, quand est-ce que la France reconnaît ces génocides en Afrique et présente des excuses, répare et construit de nouvelles relations avec ses anciennes colonies? J'appelle de tous mes voeux cela. Sinon, ces pays-là finiront par échapper à la France, car lorsqu'un enfant a 4 ans, on lui met une petite fessée. À l'âge de 15 ans, lorsqu'il est trop turbulent, on lui met une petite gifle. Ça ne fait pas plus de mal que ça. Mais lorsqu'il a 18 ans, on ne lui parle plus de la même façon. Je vais encore schématiser. L'enfant qui a 4 ans mange ceci, de baguette de pain. À 15 ans, l'âge charnière, il mange ceci. Il se l'achète. À 20 ans, il n'a même plus besoin de vous parfois pour l'acheter. À 20 ans, il est autonome. 18 ans même, il est autonome. Il vit seul, il fait ce qu'il veut. Un enfant naît, grandit et meurt. La France refuse de comprendre que les pays d'Afrique noire francophone ont grandi. Là est la tare de la France. Libérer les pays d'Afrique noire francophone, cela ne fera pas de la France une sous-nation, au contraire. Nous sommes tellement... Je suis français. Vous pensez que demain, je privilégierais la Russie par rapport à la France s'il fallait octroyer un contrat? Je donne d'abord la France. On a tellement d'années de passé en commun. Quel que soit le passif, on a tellement de choses en commun qu'aujourd'hui, faites en sorte de ne pas perdre cela. Prenez des étudiants africains ici qui viennent étudier, renvoyez-les en Afrique qui travaillent pour ces pays-là. Faisons des choses ensemble. Les Britanniques ont réussi à décoloniser. Le Nigeria, pays voisin du Cameroun, aujourd'hui est la plus grande puissance économique. Tout va bien avec la Grande-Bretagne. Les Nigérians sont parmi les meilleurs investisseurs en Grande-Bretagne. Je ne connais pas les Camerounais qui sont meilleurs investisseurs en France. Pourquoi? Je vais dire juste deux choses. L'Allemagne est très pragmatique, nous le savons tous. En 2005, l'Allemagne reconnaît aujourd'hui le génocide, mais sachez que j'en parle dans mon livre d'ailleurs, l'Allemagne a présenté ses excuses à la Namibie en 2005. Oui. Voilà, c'est fait. Il y a 16 ans. Oui. Le dernier élément que je voulais rajouter, j'ai vu dans les journaux que l'actuel président du Gabon, Ali Bongo, a pris à tâche
avec le gouvernement anglais pour demander l'entrée du Gabon au Commonwealth. Panique à Paris. Oui, panique à Paris. Il va bientôt mourir. Panique à Paris, lui veut que les Gabonais soient bilingues. Mais il y a peut-être une démarche derrière. La panique de Paris, c'est quoi? Tout de suite, le dossier des biens mal acquis du Gabon est ressorti. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est un commentaire. J'espère qu'ils disent des biens morts d'une vraie mort. Hein? Je ne sais pas. Non, je n'ai pas dit qu'on l'a assassiné, ils disent des biens. Bon. Je sais pas. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui, j'espère, a fait un peu la lumière et a éclairci sur qui est Joachim Wafo et qu'est-ce que GMTV+. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, comme tu dis, on va garder la banane. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Et tu reviendras, hein, parce que tu vas présenter des émissions sur GMTV+. C'est une bonne première et j'applaudis pour ça. Merci, Gaël. Bravo, Gaël. Bravo. Et à bientôt. À bientôt. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.